Eh ben salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis hyper content de vous retrouver pour un épisode qui, je l'espère, sera un épisode d'anthologie dans lequel on va beaucoup parler triathlon et aussi aérox. On va faire sûrement des passerelles, mais aussi souvent essayer de montrer des divergences. On va essayer vraiment de croiser les entraînements, je l'espère, parce que je suis avec un invité que vous êtes très nombreux et nombreuses à m'avoir demandé et que vous connaissez, qui s'appelle Tristan, mais aussi, qui est aussi connu sous le nom de Iron Human, avec une super chaîne YouTube que j'aurais aimé moi avoir quand j'ai commencé le triathlon en 2014-2015 et que j'ai beaucoup suivi par la suite. Il a fait un aérox il y a pas très longtemps, il y a même 2-3 jours, et c'est pour ça que moi j'ai la voix enrayée. Je suis désolé pour ça. Voilà, la petite redescente après 2 aérox en 4 heures, ne m'en voulez pas. Mais en tout cas, je sais que c'est un sujet qui va vous plaire, que vous allez adorer. Et je suis trop content de t'avoir, Tristan, avec moi au studio. Salut, comment ça va ? Bah, ça va bien. Comme on disait avant le podcast, je commence à récupérer mes jambes et à pouvoir bouger dans l'espace de façon un peu plus fluide. Donc c'est cool, ça va. Écoute, je suis rassuré, j'avais peur de te retrouver en pleine forme et de dire ok, mais c'est bon, je repars. Ouais, ça fait je fais un marathon dans une semaine. Tu vois. Je ne fais pas partie des gens qui, le lendemain d'un aérox, peuvent faire un footing, ça c'est sûr et certain. Ouais. Bon, moi j'ai mis le corps en pause là pour, on va dire jusqu'à jeudi matin. Et après, je pense que je vais reprendre. Toi, tu vas reprendre quand ? Là, va falloir que je reprenne très vite parce que j'ai un swimrun le 11 mai, là, donc dans 3 semaines. Donc, faut pas trop relâcher la pression. Ok. Tu recommences à courir quand, du coup ? Demain, après-demain ? J'aimerais recommencer ce soir, un petit jog vraiment très très cool pour délier un petit peu les jambes. Ok. Allez, peut-être on va faire un petit teaser quand même des gens qui n'ont pas vu ton résultat sur l'Aerox. T'es passé quand ? En quelle catégorie et tu fais quel temps ? Ok, c'était donc mon premier Aerox. Qui dit premier Aerox dit j'ai suivi les conseils que j'en avais demandé à l'époque à Alan Kao, Jessica Vetter, voilà, des gens qui sont reconnus dans le milieu. Tout le monde m'a dit franchement fais un Aerox en open. Comme ça, tu vois si ça te plaît. Et si ça te plaît, tu peux soit faire en pro, en tout cas avoir la démarche de dire on commence par le simple, on voit comment ça se passe. Parce que si tu commences en pro et que ça se passe mal, tu vas jamais en refaire. Ah, c'est sûr. Démarche que je comprends tout à fait. Et c'est, je pense que des gens un peu comme moi, où on a tout le temps envie de faire le truc tout de suite le plus dur, etc. Quand je me suis lancé dans le triathlon, tout de suite, j'ai voulu faire un Ironman au bout d'1 an. Donc cette fois-ci, je me suis apaisé. J'ai aussi pris des années depuis. C'est un peu de sagesse. La maturité a marché. Donc j'ai fait un Ironman Open au Grand Palais, là, il y a 3 jours. Et j'ai fait 59 minutes 37. Ce qui est un score absolument démentiel, je trouve, pour un premier. Bah, c'est ce que les gens disent. Je me rends pas trop compte, mais en fait, je vais te dire à quel point je vais te dire ce qui me fait dire que c'est le cas. C'est que avant, quand je disais, bah franchement, je fais mes calculs et tout, j'ai quand même l'impression que je peux passer sous l'heure, quoi. Pas de beaucoup, mais j'ai l'impression que ça fait partie du domaine des possibles. Je sentais les gens, ils étaient un peu réticents, mais c'est les gens, ils sont polis, ils osent pas trop te dire t'es dans le faux, t'as aucune chance, etc. Donc voilà, j'avais ça. Et une fois que je l'ai fait, j'ai vu dans le regard des gens à quel point c'était extraordinaire, à quel point personne n'y croyait. C'est-à-dire qu'ils disaient ouah, t'as réussi, mais c'est quand tu me l'avais dit il y a 2 semaines, je pensais qu'il y avait aucune chance. Bah écoute, moi je t'ai entendu ou j'ai entendu via Nico. Je crois qu'il y a un gros record. Je lui dis ah bon, il tente combien et tout. Je crois qu'il veut passer sous l'heure. Et j'étais là. Pas de jugement, tu vois, mais j'ai quand même eu, ça annonce du bois, tu vois. Et alors, il faut savoir qu'en plus, ce week-end, à Paris, ça se gagne en 57-30, je crois, ou 58. Oh, non, il y en a. Alors, le 2 fait 57 et quelques, en open, on parle. Hein. Ouais, mais il y en a une énergumène qui fait 55 et quelques. Donc, lui, je sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est quelqu'un de connu. Hein. Je sais pas si c'est vendredi, il faudrait que je regarde qui c'est, mais ça doit être un pro. Ouais, lui, brute épaisse, là. Donc, autant dire que passer sous l'heure, c'est vraiment, vraiment très sérieux. Donc déjà, félicitations. Franchement, big respect parce que l'effort, il est forcément nouveau. Tu vois, j'ai un copain, pour dire, il fait 37 au 10 km. Il fait son premier Aerox. Il se décide en 3-4 mois. Il fait pas mal de conditioning en 3-4 mois, mais ça reste quand même juste. Il avait jamais fait de muscu. Il avait déjà fait un Ironman, en 10h30 à peu près. Donc il a quand même un bon petit, un petit niveau, quoi. Le premier, il fait 1h12. Il fait un deuxième 2-3 mois après, il passe à 1h07, je crois. Donc tu
tu vois, enfin, tu fais quand même beaucoup, beaucoup mieux. Après, je connais pas tous tes temps de référence, mais moi, je l'avais un peu lui en tête en me disant, ok, généralement le premier, lui, il s'est pris une grosse claque au premier. Il a fait beaucoup mieux au deuxième sans être exceptionnel non plus. Mais t'as un gros gap entre les deux, quoi. Toi, tu l'as fait tout de suite très bien. Et c'est sûrement l'un des objets de la discussion qu'on va avoir. Je pense que j'ai moins de marge parce que même si la préparation a été assez courte, etc., j'ai vraiment pris le temps de beaucoup analyser et je suis arrivé très préparé. Donc là où des gens peuvent se faire surprendre, je pense que moi, ma marge est beaucoup plus petite. Vas-y. Ben, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais te dire que le prochain, je vais faire 55 minutes, mais je pense que j'ai 1 minute 30 qui peuvent tomber assez facilement, entre guillemets. Okay. On s'entend quand on dit facilement. Mais plus après, là, va falloir se battre. Ah ouais, ça, c'est sûr, c'est sûr. Comment est-ce que tu entends parler de l'Aerox ? C'est dans quel contexte ? Et qu'est-ce qui te donne envie ? Si vous êtes là, c'est que vous savez qu'Aerox est une compétition dans laquelle chaque détail compte. Il faut s'entraîner sérieusement et pour faire des séances de qualité, il faut une excellente récupération. Et c'est là que NutriPure entre en jeu. Leurs compléments comme les barres protéinées, les électrolytes ou encore la whey sont parfaitement pensés pour répondre aux besoins des athlètes hybrides. Personnellement, après chaque session intense, j'utilise toujours leur Pure Recovery. C'est une formule ultra complète qui combine collagène, créatine, whey, magnésium, zinc et glycine. Bref, le tout en un de la récupération. C'est un complément idéal pour réduire la fatigue, reconstruire le muscle et repartir à 100%. Et ce n'est pas seulement moi. De nombreux athlètes hybrides ont choisi NutriPure pour se complémenter dans leur préparation tant la qualité de leurs produits est reconnue. Donc si vous aussi vous souhaitez optimiser vos performances et récupérer plus rapidement, profitez d'une remise de 10% avec le code AEROX10 à utiliser lors de votre première commande. Rendez-vous sur le lien dans la description ou sur nutripure.fr pour découvrir toute leur gamme et passer votre récupération au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour l'épisode. J'entends la première fois parler de l'Aerox, on est fin 2022, je viens de finir ma course à Kona au championnat du monde Ironman, donc voilà ce qui est le prime de ma carrière de triathlète, on va pouvoir dire, et je me fais capter par une pub sur YouTube, donc le targeting est génial, et je regarde et j'ai toujours eu, parce que j'ai toujours été massif, pour les gens qui sont en podcast, je fais 1m90, à l'époque où je faisais du triathlon, je suis descendu à 82-83 kilos, mais là, tu vois, je suis 95 kilos. Donc, j'ai toujours eu un attrait pour les sports d'endurance. Je venais des arts martiaux avant, j'ai fait beaucoup de musculation, etc. Donc, quand je vois ça, ça me parle tout de suite. Je m'inscris à Francfort pour 2023, où je me laisse 1 an de préparation, mais une petite douleur au tendon d'Achille qui traîne sur l'année, et puis en fait après avoir passé 6 ans à s'entraîner comme un fou, c'est vrai que 2023 n'a pas été l'année la plus prolifique de ma carrière sportive, donc au final j'y vais en tant que spectateur mais je n'y participe pas. Et en tant que spectateur, je pense que tu en as vu beaucoup hors Grand Palais où là c'était un peu différent parce que les specs pouvaient pas être au plus proche des athlètes, mais quand j'y vais je trouve ça génial, et donc je me dis que ce n'est qu'une question de temps. 2024 se passe, je fais une aventure à vélo qui m'a pris beaucoup de temps, qui s'appelle le 7 majeur. Donc c'est en gros, on a fait 400 km en 28 heures à vélo, avec 11 000 mètres de dénivelé positif, pas eu le temps de courir. Donc qui dit pas de course dit pas d'Aerox, ce qui peut sembler logique. Et donc voilà, nous amène à 2025. Le temps passe vite, comme quoi entre 2022 et 2025. Mais voilà le chemin qui m'y mène. Ok. Ouais, donc mine de rien, t'as quand même eu, depuis 2022, le parcours psychologique de je vais le faire, je m'y intéresse, je regarde qui gagne, je vois un peu comment la discipline évolue, quoi. Tu t'es pas jeté comme les débiles comme moi en me disant ok, il y en a en France, je le fais tout de suite, j'ai que 3 mois pour me préparer et je me suis complètement planté sur la prépa. Alors évidemment, quand le ticket est pris, tu t'intéresses un peu plus activement à la pratique, quand t'as rien encore de très concret, mais en tout cas ce qui me motivait, c'est de me dire je suis sûr que ça c'est enfin un truc dans lequel je suis vraiment doué. Donc le triathlon, de par mon gabarit, c'est pas un truc qui est vraiment inné, même si évidemment sur un spectre j'ai plus de facilité que beaucoup de gens, mais il a fallu un peu se battre, quoi. La preuve, tu vois, quand tu perds 10 kilos, c'est sur 6 ans, c'est pas du jour au lendemain, ton corps en fait se tord pour devenir ce qu'il faut être pour être fort sur triathlon. Donc j'ai toujours eu ce truc de je suis sûr je peux être trop fort, et c'est plus ça qui est resté dans ma tête plus qu'aller chercher des infos à droite à gauche. Ok. Et je savais pas ça de toi que tu avais fait beaucoup de musculation avant. C'était dans quel cadre ? Mais j'ai fait des études en sciences du sport, j'ai fait une licence STAPS et un master STAPS ensuite. En première année de STAPS, je rentre en option judo.
où je vais faire 3 ans d'option judo. Et je commence la musculation à ce moment-là. Ok. Donc je rentre en première année, de tête, je pense que je devais faire 76-78 kilos. Et je sors en 3e année à 92. Ok. Donc, tu te souviens un peu de tes perfs à la fin? Oui, de tête. Alors, je l'imagine que tu veux un squat deadlift bench de préférence. J'allais venir. Je pense. Alors, j'ai jamais trop pratiqué la force à l'époque. En plus, tu prends ta 18-21 ans. Là, c'est le physique qui prime pour des raisons évidentes. Donc, je ne vais pas détailler. Je pense au bench, je devais valoir 120, 130 kilos. Très solide. Au squat très faible. Je pense que j'ai jamais fait plus de 150, 160. Ah ouais? Parce que j'ai des très longues jambes, très longs fémurs. Donc, t'as peur que ça tire un peu. Point faible fessier. Donc, tous ceux qui sont athlètes de force comprennent que quand t'as pas de grand fessier, c'est très compliqué d'être fort. Et je crois de tête, je sais plus, mais un 210, 230 au deadlift, quelque chose comme ça. Ok, ouais, t'as quand même un peu essayé, ouais. Ouais. Après, comme j'ai des longs bras, enfin après là, on est dans des longs segments, ouais. Exactement, on rentre dans de la biomécanique, mais je suis très avantageux au deadlift, je pense, par rapport à l'investissement que j'y mets. Ok. Bon, bah écoute, merci de le préciser. J'étais curieux de savoir ça parce que tu partais pas quand même de rien. Là, aujourd'hui, typiquement, parce que peut-être qu'on reviendra après sur le aujourd'hui. Non, vas-y. Non, mais aujourd'hui, je suis quasiment au même niveau. La seule différence, c'est que typiquement, je fais plus de squat parce que j'ai compris que c'était pas pour moi, mais pour avoir un. Parce que tout à l'heure, tu as donné les chronos d'une personne qui faisait 1h08. Donc, est-ce que ça t'intéresse que je te donne peut-être les chronos que moi je fais pour que les gens puissent. Vas-y, je suis curieux, ouais. En gros, tu as au 10 aujourd'hui, je pense que je dois valoir autour de 35 minutes. Ouais. Et alors, bench, ça n'a pas évolué, je dois être aux alentours de 120-130. Soulevé de terre, j'en ai pas fait depuis un bout de temps, mais on doit être dans les mêmes eaux. Et donc, je ne fais plus de squat, mais je fais du split squat bulgare, là, quand t'as le pied sur la chaise. Et je fais des 5x5 à 90 kg, grosso modo. Ah ouais, costaud. Ah ouais, tu mets lourd. Okay. C'est pour ça que le one leg. Ouais, c'est pour ça que le sled, je pousse vite. Je pense qu'il y a une corrélation. Ok. Ok, donc t'as tout ce bagage un peu physique. Les sports de force, ça t'intéresse, bon, même si t'as un point faible, on va dire jambes, t'en as quand même fait pas mal. Tu vois Aerox arriver, t'as fait un peu le tour du triathlon quand même, enfin, faut dire, t'as vu beaucoup de choses. Félicitations pour ça quand même, ça a dû être un voyage magnifique, en tout cas intérieur et en compète. Et puis j'ai trop kiffé le voir en vidéo. C'est quoi les premiers, quand tu t'intéresses à l'Aerox, c'est quoi les premiers un peu breakdown psychologique, ou en tout cas tes premiers apprentissages que tu fais sur comment est-ce que tu dois t'entraîner pour cette discipline? Ok. Déjà, merci pour les compliments, c'est gentil. Les premières choses que je me dis, un peu arrogant, très certainement, je l'avoue, quand je vois certains programmes Aerox, certains conseils je me dis, je sens que les gens n'ont pas fait beaucoup d'endurance. Ou je sens qu'ils ont jamais poussé le curseur de la performance en endurance à ce que j'ai pu assister. Donc je me dis, il y a quand même moyen de sûrement faire beaucoup mieux, quoi. Sur des notions, mais même très classiques, de fractionner, de répartition de basse intensité, haute intensité, d'entraînement spécifique, quand, comment, enfin, toutes ces choses-là qui sont utilisées énormément en course à pied, en triathlon, et que je sentais pas réinvesti en Aerox. Depuis, ça a changé, parce que je l'ai dit, la première fois que je commençais à écouter, c'est 2023. Entre 2023 et 2025, on sent que ça s'est énormément professionnalisé et que les méthodes d'entraînement aujourd'hui sont carrément au point. Tu vois, t'entends parler un Alan Kao ou n'importe qui, t'es en mode oui, c'est bon, en fait, les gens savent s'entraîner aujourd'hui. Et heureusement, parce que les chronos sont démentiels. Donc, s'ils avaient les chronos sans savoir s'entraîner, ce serait inquiétant. Mais donc, oui, c'était ça le premier truc de. Franchement, il y a moyen de faire un truc bien, quoi. Ok. Et du coup, tu as tout de suite parlé d'endurance. Donc, toi, tu comprends dès le début que c'est un sport d'endurance pour toi. Ah, pour moi, c'est 100%. De toute façon, le temps. Moi, je me dis, c'est un sport qui va. Enfin, ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie pour la majorité des gens. Donc, c'est un semi-marathon, grosso modo, pour faire simple. Donc, si tu veux faire ça comme un semi-marathon, il faut s'entraîner comme pour un semi-marathon. Certes, à un moment, il y a un truc un peu lourd à pousser, ce qui va valoir un développement un peu spécifique. Mais le fond, c'est qu'il faut courir vite et qu'il faut s'entraîner comme en sport d'endurance. Ok. Comment est-ce qu'on s'entraîne pour un semi-marathon, du coup?
Comment on s'entraîne pour un semi-marathon? Bah déjà, on met une importance particulière sur le volume en course à pied par rapport à ses capacités. Typiquement, moi, pour cette préparation-là, j'ai couru sur les derniers mois, on va dire, une 60aine de kilomètres par semaine, ce qui est relativement peu. Hein. C'est pour ça que... Enfin bref, il y a des axes d'amélioration, quoi. mais donc oui, déjà, il faut mettre un peu de volume. C'est-à-dire... faire de la muscu, faire des ateliers avec des burpees, je sais pas, du rameur, du ski erg et faire des circuits, etc. C'est cool, mais à un moment, il faut courir et faut courir beaucoup. Donc, il faut cumuler du temps à pied. C'est déjà une bonne base. C'était quoi ta question? Comment est-ce qu'on s'entraîne pour un semi-marathon? Oui. Et ensuite... déjà du volume. Exact. De la basse intensité, dans le sens où on se rend compte dans les sports d'endurance que en fait, la haute intensité, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup et elle maximise très vite. Donc, dans ma semaine, par exemple, même pour 5 entraînements dans la semaine, ce qui représente 60 km, 65 km par semaine, en fait, 2 intensités, c'est largement suffisant. Et tout le reste à basse intensité. Ça a demandé des sorties longues, au moins une par semaine, parce que 1 heure, 1h30 d'effort, faut pouvoir la tenir exactement. Donc après, il y a plusieurs philosophies, mais personnellement, sur des distances comme ça, quand on commence à avoir des volumes suffisants, j'aime bien faire des durées supérieures. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'aise à courir 1h30, 1h40 peut-être, grosso modo. Okay. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que moi, ça fait 2 courses que je m'écroule, on va dire, sur les lunges, où je vais beaucoup moins vite qu'à l'entraînement ou même en double, alors que c'est mon point fort. Et les wall balls, j'en parle même pas, c'est une catastrophe. À l'entraînement, je te fais 100 unbroken, et là, ce week-end, à 35, je suis en train d'exploser. Et je me dis, j'ai manqué de sorties longues. Clairement, ces 2-3 derniers mois, tu vois, j'ai pas fait assez de sorties au-delà de 1h20, 1h30. Et même quand je les ai fait, j'ai fait vraiment des sorties très lentes. Alors que peut-être que j'aurais dû faire des sorties, tu vois, où je me fais 45 minutes d'endurance fondamentale, un bloc de 20 minutes vraiment de travail un peu plus actif, un peu plus tempo, et ensuite, tu vois, du retour au calme, entre guillemets, tu vois. Mais je pense que moi, en tout cas, c'est ce qui m'a manqué, et je vois beaucoup de gens un peu exploser, et je pense que c'est un gros axe de réflexion, tu vois, ce que tu dis. Typiquement, quand je dis 2 intensités, souvent les gens pensent 2 séances VMA, 2 fractionnés, voilà, mais la deuxième intensité peut très bien en fait s'intégrer dans ta sortie longue. Et être en effet un long passage au tempo, plusieurs intervalles au tempo, même voire un peu plus rapide, type allure Aerox. En fait, de ce que j'en comprends, hein, de ce que j'en vois et des datas que j'analyse de plus en plus, l'allure Aerox est très proche d'allure semi-marathon pour beaucoup de monde et va s'approcher de ton allure sur 60 minutes pour en gros les meilleurs d'entre nous. Mais ça n'a rien à voir avec de l'allure 10 km, ça n'a rien à voir avec de l'allure 8 km, ça n'a rien à voir avec de l'allure 5 km. Donc en fait, c'est plutôt lent. Ok, mais est-ce que ça vaut quand même le coup de les bosser un peu pour bien sûr. progresser Oui, ça 100%. C'est juste d'un point de vue, comment est-ce que tu concentres ton entraînement. Mais en effet, après, tu peux dire comment est-ce qu'on s'entraîne pour un semi-marathon. On ne fait pas que de l'allure semi-marathon. Ça, évidemment, le but, si on devait donner les grandes lignes sans y passer trop de temps, c'est juste d'aller du moins spécifique au plus spécifique, ou autrement dit, d'aller de ce qui est le plus nécessaire pour son profil à ce qui est le plus nécessaire pour la course. Donc typiquement, si on a un gros point faible de musculation, ou alors à l'inverse, on a un gros point faible en course à pied, tu vas construire cette base très loin. Donc typiquement, parce que tu me parlais en introduction qu'il y avait des gens qui faisaient des Aerox qui venaient du CrossFit, qui faisaient 100 kg, 1m80, donc très dense. Ces gens-là, va falloir construire un volume. Il va falloir commencer avec une bonne fréquence, mais des séances très très courtes, parce que 100 kg... vous allez le sentir sur les tendons d'Achille, sur les genoux, sur les mollets, etc. Et puis petit à petit, aller du plus spécifique, ou le plus spécifique, ça va être défractionné, intégrant des mélanges de course à pied et des exercices spécifiques à l'Aerox, wall ball, burpees, broad jump, et tout ce qui peut être atroce parmi les 8 exercices de l'Aerox. On va revenir un peu plus tard sur ces atrocités, mais merci en tout cas pour tout ce que tu partages. Imaginons, tu peux faire, on va dire, entre 4 et 5 séances de course à pied, ce qui est quand même beaucoup pour les pratiquants d'Aerox. Tu calerais quoi dedans? Sur t'as 3 mois, grosso modo, tu vois, si on doit donner un peu
une hiérarchie. On va pas rentrer à faire un plan parce que je pense qu'il y a tellement de spécificités, il y a tellement de toute façon, chaque plan est unique et du coup doit se personnaliser. Mais les grandes couleurs pour toi, ça ressemble à quoi? Alors, toi, ouais, je vais plutôt parler de moi ce que j'ai fait comme ça, moi, parce que je suis en découverte. Hein, c'est mon premier, évidemment, en termes de méthodologie. En fait, ce que je maîtrise moi, c'est les méthodes d'entraînement du développement physiologique. Mais après, dans l'aspect spécificité de la pratique, j'ai évidemment beaucoup de choses à apprendre. Donc moi, ce que j'ai fait, typiquement, je me suis principalement concentré que sur la phase spécifique à la fin. On va dire les 8 dernières semaines, 2 mois avant, avec une séance spécifique Aerox dans la semaine et une autre séance, quand je dis séance spécifique, haute intensité. Et une autre intensité, très souvent sur la sortie longue ou alors en fractionné, enfin, qu'importe, mais 100% course à pied. Et après, par contre, sur les, on va dire, 3-4 mois avant, même, enfin, ça fait 6 mois que musculation régulière, etc., ou juste après les exercices, tu vas commencer à faire des séries longues aux fentes pour voir comment est-ce que ton corps tu vois, des choses un peu plus spécifiques comme ça, mais qui en fait sont une toute petite adaptation de ton entraînement que t'as en général. Et donc après, sur les fractionnés, donc là c'est là où ça peut être intéressant. En fait, typiquement, j'ai pris des préparations un peu classiques, ce qu'on pourrait dire, pour mon profil sur un semi-marathon. Donc dès qu'on peut le proposer sur campus, tu me parlais de Nico tout à l'heure, mais ce que les gens pourraient retrouver, en fait, ils lancent un plan gratuit 12 semaines, ils voient leur dernier fractionné dans les cycles spécifiques. Et en fait, au lieu de faire typiquement 8 fois 2 km allure semi-marathon, tu vas faire 8 fois, alors imagine ton allure semi-marathon c'est 4 minutes, au lieu de faire un 4 fois 8 minutes, tu vas faire 4 minutes de course, 4 minutes de rameur, 4 minutes de course, 4 minutes de burpees. Ou alors peut-être l'inverse, parce que c'est peut-être intéressant de faire tes 4 minutes de course après avoir fait tes 4 minutes de burpees. Et indépendamment de la distance que tu parcours avec tes burpees, indépendamment du nombre de wall balls que tu vas faire, parce que ton but c'est de mettre un temps sous tension. Et typiquement, si tu prends des wall balls, après, et c'est là où je te dis que ça va dépendre des gens, de la spécificité. Est-ce que tu prends plus léger et ton but c'est de mettre une cadence et en fait d'être à ton intensité cible que tu vises dans 2-3 mois, ou est-ce que ça va être de prendre le poids de ta course mais de diminuer la fréquence, et peut-être en fait sur tes 4 minutes tu vas faire que des reps de 5 et tu vas respirer, ce qui va faire qu'en fait ta fréquence cardiaque elle va se stabiliser à ta fréquence cardiaque à peu près que tu vas avoir sur ta course. Voilà, grosso modo, est-ce que ça répond? C'est intéressant, c'est pas mal. Ok. Et en course à pied, toi, t'as fait quoi? À peu près quel volume, du coup? À pied, donc je disais sur les derniers mois, entre 60... J'ai fait un pic à 68 km, je crois, mais ça tournait autour de 60 km. Après, j'ai pas fait une préparation très spécifique pour l'Aerox parce que, je crois que je le disais au début du podcast, mais je prépare un swimrun là dans 3 semaines. Qui est 37 km à pied avec 7 bandes de natation. Donc, il y a eu des 4 heures de vélo plus 1h30 de course à pied. Enfin, ce qui m'a sûrement le plus ralenti dans la préparation, c'est les sorties très longues qui sont pas du tout spécifiques à l'Aerox, qui sont très spécifiques à ce qui va me tomber dessus ensuite, mais du coup, qui drainent beaucoup d'énergie. Ouais. Et qui fait que il y a un fractionné dans la semaine que tu peux sûrement un peu moins faire ou une intensité que tu peux un peu moins pousser parce que cette séance longue devient un vrai truc dans ta semaine, quoi. Ok. Tu penses que 70 km ou c'est le minimum un peu, tu vois, on va dire entre 50 et 60 km, c'est le minimum pour toi, pour un profil comme toi, pour réussir à performer sur une distance comme ça? Je me serais pas vu faire moins après pour n'importe qui. Je pense pour se faire plaisir sur un Aerox, on va dire ça, pour moi c'est la même chose que pour se faire plaisir sur n'importe quelle distance en course à pied, c'est 3 séances dans la semaine. 3 séances dans la semaine, ce rythme, pour différentes raisons, c'est ce qui va vraiment permettre de générer un momentum, une progression sur le moyen et long terme suffisante pour se faire plaisir. C'est une régularité, une fréquence de stress, de stimuli qui est suffisante et qui va aller au-delà de je commence à courir et évidemment les premières semaines tout s'envole parce que juste j'ai jamais couru de ma vie. Alors qu'à 3, tu vas au-delà de juste ces quelques semaines. Et après pour moi, en effet, un strict minimum, et parce qu'aussi j'ai fait plus par le passé. Je pense qu'au maximum par le passé en triathlon, j'ai dû monter à 80-85 km, mais avec tout le vélo et toute la natation à côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ayant beaucoup moins de natation, beaucoup de vélo,
tu vois, si je devais créer un plan sur 3-4 ans pour être très performant sur Aerox, parce que c'est le temps que ça prendrait, je monterais certainement à 100-120 km, tu vois, quelque chose comme ça. Ah ouais, certaines semaines. Ah ouais, en pic de... Peut-être même plus, faudrait que je regarde aujourd'hui, parce que je pense même que tu peux faire des pics à 150 km sans... En fait, il faudrait voir, parce que bon, ça se ressemble très à des préparations typiques de ce que tu vas retrouver chez des élites en course à pied, mais qui n'ont pas notre gabarit. Ouais. Donc la question, c'est est-ce qu'à 95 kg, tu peux encaisser tout ce volume-là? Je pense que tu peux très certainement dans certaines manières. Et après, si tu peux pas, à quel point est-ce que tu intègres des ergos, par exemple? À quel point est-ce que tu croises ton entraînement? Mais si tu montes, tu vois, à plus de 100 km à pied par semaine, t'as pas peur qu'il commence à manquer du jus derrière quand même pour quand même bien travailler la partie station qu'il faut pas négliger non plus, tu vois, et qui, en tout cas sur les pros, c'est là que ça joue aussi pas mal, quoi. Ça dépend de ton profil, je pense, et ça dépend à quelle vitesse tu montes à ces 100 km, parce que t'as ce... Je sais pas si c'est un conflit en course à pied dans les sports d'endurance, mais vis-à-vis du volume, où on voit qu'il y a une corrélation entre le volume par semaine, le volume à vie et la performance. Mais en fait, c'est toujours deux trucs qui se répondent. C'est-à-dire qu'en effet, augmenter ton volume va te permettre de déclencher un nouveau potentiel de performance. Mais à la fois, c'est parce que les capacités de récupération que tu as créées en augmentant ton volume te permettent d'encaisser ce volume-là. Si demain, je cours 100 km, les 100 km dans la semaine vont me briser. En revanche, si j'y vais progressivement, les capacités de récupération étant corrélées à ton volume en endurance, tu vas améliorer tes capacités de récupération. Et donc, 100 km dans 4 ans, si tu y vas intelligemment, vont pas te briser comparativement à ce que je vais faire la semaine prochaine si je le tente. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps, et c'est pour ça qu'en effet, faut pas que ça soit au détriment d'autres choses que tu définis comme plus important. Typiquement, mon profil, on l'a dit tout à l'heure, on va dire que je suis beaucoup plus doué en force, pas en force en termes powerlifting, etc., mais tu vois, j'ai pris... Tu vois, en 6 mois, j'ai retrouvé mes performances en course, en musculation. Alors qu'il y a des gens, tu vois, j'y vais que deux fois dans la semaine. T'as des gens, pour atteindre poids plus 5 avec mon niveau de masse grasse, ça va leur prendre 5-6 séances dans la semaine, et puis des années et des années. Je veux dire, là, c'est pas parce que j'ai une méthode d'entraînement particulière et que je suis allé voir des trucs, on m'a enseigné en haut d'une montagne. Non, c'est juste parce que je suis doué, je touche un truc lourd, je prends du muscle, voilà. Donc, ça me permet de mettre aussi plus de mettre plus en avant la course à pied, parce que j'ai moins de retard en force et en musculation à rattraper. Quelqu'un qui viendrait du triathlon mais qui aurait un vrai physique de triathlète, peut-être qu'en effet il aurait besoin de pas dépenser beaucoup d'énergie dans l'entraînement d'endurance, parce qu'il a tellement d'avance pour justement laisser du jus pour la musculation. Mais d'un autre côté, il a tellement des capacités de récupération énormes qu'il faudrait peser le pour et le contre. Ouais, mais tu vois, est-ce que c'est la même récupération quand tu vas courir, nager, faire du vélo, que quand tu vas te faire un conditioning de 1 heure sur lequel tu vas faire un espèce de, je sais pas, un every 3 minutes, max wall ball, ou 15 wall ball, 15 cal rameur et 15 cal sur du ski, tu vois, par exemple. Quand tu dis conditioning, c'est... c'est vraiment un entraînement... Cardio, mais avec des mouvements de muscu. Ouais, exactement. Avec tes mouvements d'Aerox, tu vois. Tu vois, imaginons, je te dis, ok, tu dois faire 15 wall ball, 15 calo rameur, 15 calo ski. Ouais. Pendant 1 heure. Et tu cycles. Et tu gères. Tu gères ton énergie comme tu le veux. Mais est-ce que... Alors bon, là je pose une question, parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en CrossFit. Ça se fait, ça se fait pas mal en CrossFit. En CrossFit, ça va être beaucoup plus court. En CrossFit, tu vas avoir vraiment des entraînements qui vont durer comme ça, peut-être... en WOD officiel, ça serait maximum un WOD de 15-20 minutes. Tu peux te le retrouver à l'entraînement dans pas mal de box, mais ça va être sur 30-35 minutes. Et après, moi, j'ai vu des athlètes pros en Aerox faire ce type de séance à une allure, tu vois, où grosso modo, ils vont faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, et ils vont le faire durer pendant 1 heure, tu vois. Et ça, parce que, en fait, moi, ces séances-là, j'ai essayé d'en faire, elles m'ont brisé, tu vois. C'était dur pour moi de courir après en course à pied. Et du coup, je me suis dit, tiens, un coureur comme toi, est-ce que tu as essayé de ce genre de séance? Et est-ce que faire trop de volume,
ça nuit pas à ce type de séances si elles sont nécessaires? Alors, je les ai pas fait, mais je sais que des gens très intelligents et qui sont très performants dans le milieu en font. C'était juste pour savoir si on avait la même définition par rapport à ce que tu disais. Puis comme ça, les gens peuvent se représenter aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un fondement, j'imagine que ça fonctionne dans leur logique. Ce que je pourrais dire de prime abord, c'est est-ce qu'il y a un intérêt sur toute une année de conserver un truc spécifique comme ça? Et encore une fois, tu pourrais reprendre des gens, mais si on me dit quelqu'un manque, par exemple, il est brisé par le sled, bah, est-ce qu'on lui met du spécifique, on lui fait pousser des sleds? Très certainement. Et puis d'ailleurs, à l'approche des compétitions, oui. Mais sinon, juste développer sa force. Et du coup, développer sa force, la question, c'est pas une question de conditioning, c'est une question de séance de musculation. Et là, il faut juste que la personne ait un influx nerveux suffisant. Parce que dans ta séance, en fait, comme c'est un stress cardiovasculaire, c'est pas parce que tu cours pas c'est pas la même chose. Pour moi, en fait, quand tu répartis ta haute et ta basse intensité cardiovasculaire, tu inclus ton conditioning. Donc soit tu fais le sacrifice en disant j'ai 2 fractionnés et demi, on va dire. Quand je dis 2 fractionnés et demi, c'est 2 fractionnés plus sur la sortie longue, ce qui dit d'avoir au moins 5 séances d'avoir moins 5 séances. Alors ouais, tu pourrais dire 4 séances de course à pied et la 5e, c'est ton circuit training. Par exemple. Et donc, sur les 4, tu aurais un fractionné et tu aurais du tempo sur la sortie longue, typiquement. Est-ce que je suis prêt à cette répartition-là? Ou est-ce que, tu vois, si tu enlèves ton conditioning, peut-être que tu aurais pu faire 2 fractionnés à pied. Okay. Et à ce moment-là, tu te dis, qu'est-ce qui est faible chez moi? C'est ma course à pied? Ou est-ce que c'est mon conditioning et le fait d'être... c'est le fait de pratiquer les exercices. Tu prends mon cas par exemple, parce que ne connaissant que celui-là pour l'instant, c'est celui que je maîtrise le mieux. Typiquement, un peu comme toi, si je fais des wall balls à un entraînement, ça va aller. Alors j'en ai pas fait beaucoup, parce que j'en ai fait que 2 fois à l'occasion où je me suis entraîné dans ta salle avec Geoffrey Voisin d'ailleurs, à qui je passe le bonjour. Ça se passe plutôt bien. Parce qu'en fait, tu es dans un entraînement fractionné qui va durer une 30aine de minutes de temps de maintien cumulé sur la séance. Donc là, à ce moment-là, ta wall ball, ça va. En revanche, et ce que j'ai pu voir sur l'Aerox, quand tu as fait tous les exercices, que tu arrives sur ta wall ball, tu sens que cardiaquement, ça va. Dans le sens où là, si on me mettait sur un vélo et on dit, mec, pendant 5 minutes, faut pédaler à 350 watts, je le fais. Mais la lucidité qu'il faut pour réussir à envoyer la wall ball au bon endroit, 100 fois. Hein. Et tu vois, en fait, à un moment, je fais 5-6 no reps parce que j'arrive pas à viser au bon endroit. Donc c'est là où tu te dis, en fait, en effet, si j'avais là un Aerox dans 3-4 semaines, je me mettrais en effet un petit conditioning où mon but c'est, quand la lucidité commence à s'en aller, à continuer à viser. Donc en fait, ma question c'est pourquoi est-ce que tu fais ton conditioning? Si c'est juste parce que tu penses que d'un point de vue cardiovasculaire, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire, je te dis ça dépend. C'est quoi ton point faible? C'est parce que tu n'arrives pas à viser ta cible ou c'est parce que tu es nul en course à pied? Si tu es nul en course à pied et que tu as les capacités mécaniques de courir, peut-être que cette intensité-là, tu aurais plutôt intérêt à la mettre en course à pied. Tu vois, imagine, tu cours 3 fois. Si tu fais ton conditioning, est-ce que tu vas avoir envie de refaire un fractionné à pied? Et si tu veux faire un fractionné à pied, est-ce que tu vas avoir... là, tu vas plus avoir d'énergie pour faire de toute façon ton tempo sur ta sortie longue. Il va falloir que tu fasses un choix sur la course à pied. Alors que si tu n'avais pas ton conditioning, peut-être que tu pourrais faire et ton fractionné et un peu de tempo sur ta sortie longue. Et donc, qu'est-ce que c'est ton point faible? Moi, je sais, je pose des questions parce qu'au final, j'en sais rien. Hein, j'ai pas. Ouais, bien sûr, c'est hyper intéressant. Mais du coup, toi, t'as fait très peu d'entraînement spécifique à Aerox avec des stations Aerox et sans course à pied. Exact, j'en ai pas fait. Et donc, quand tu t'entraînais pas en course à pied, t'allais faire une séance avec du développé couché, du squat, ce genre d'exercice. Exact. Donc okay. moi déjà, mon point de départ, c'est de dire, je n'ai pas de déficit de force sur aucun exercice. Je peux tout faire. Parce que typiquement, je serais plus maigre, le sled, je le bouge pas. Bon, là déjà, il y a d'autres questions qui se posent. Mais je me dis, j'ai aucun déficit de force. Les choses principales qui vont me manquer, c'est de pratiquer les exercices quand même pour être efficace dessus. Typiquement, des burpees broad jump, j'en ai mangé à quasiment toutes les séances parce que je me suis dit, en plus je suis grand, donc c'est pas l'exercice où tu es le plus favorisé, mais de la même manière qu'en course à pied, il faut mettre des kilomètres, des burpees, si tu veux devenir efficace en burpees, il faut faire des burpees. Broad jump, donc il faut vraiment faire le mouvement en entier, etc. Donc il faut en manger, t'en as quand même mangé un peu quoi. À chaque séance spécifique, donc en gros sur 8 séances, à chaque fois j'en ai eu. Pareil par exemple pour les fentes,
Bah, j'en ai eu à chaque fois. Alors aussi parce que c'est très simple de les mettre en place. Par exemple, le wall ball, je l'ai très très peu pratiqué parce qu'à ma salle, j'ai pas de wall ball. Donc c'est pour ça j'ai essayé de gratter à Geoffrey. Il y a un peu de lumière, est-ce que j'ai le droit de venir parce que c'est mes seules 2 occasions que j'ai à pratiquer des wall ball. D'ailleurs... c'est insolent presque. Nick n'a jamais fait de wall ball et il arrive. Bon, tu te souviens combien ta répartition au wall ball là à Paris? J'en ai fait 20. Et après, je l'ai fait 10 par 10. Mais c'est mon atelier le plus faible. Grosso modo, je crois que je mets 5 minutes 40. Ok, t'exploses, ouais. Donc, mais en fait, c'est juste parce que j'arrive plus à viser. Et donc, je dois faire, je sais pas, une vingtaine de no-reps. Et, si tu fais un unbroken, tu peux viser 3 minutes 20, 3 minutes 30. Mais c'est pour ça que je dis, d'après moi, il suffit de regarder toutes les stats. Mais bref, donc là, évidemment, manque de pratique. Est-ce que tu mets un conditioning? C'est une question qui peut se poser. De mon point de vue, 100%, parce que les wall balls, c'est comme les burpees. C'est de la répétition, c'est du volume. Si tu sais faire 200 wall balls unbroken, il n'y a pas de raison que tu n'arrives à pas en faire 100 le jour J, tu vois. Donc pour ça, c'est de la répétition. Et en effet, ça peut s'inscrire dans ce truc-là. Tu vois, typiquement, tu peux me dire, bah là, si je regarde mes stats, la course à pied, c'est pas mon point faible. Donc là, si j'ai besoin d'améliorer quelque chose, c'est les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hein, c'est ma rock zone, qui est un peu lente, c'est mes burpees et c'est mes wall balls. Donc en effet, là, si tu me dis, ok Tristan, dans 3 mois, t'as un Aerox, je fais des circuits conditioning. Et voilà. Et j'arrête de rouler 4 heures à vélo aussi, accessoirement. Je remplace. Ouais, ok. Alors. Mais juste parce que du coup, j'y pense quand on parle de wall ball. En fait, quand j'aborde l'Aerox, j'essaye de... Quand je pense spécifique, je pense à chaque fois, ok, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de dépenser le moins d'énergie possible, parce que je vois que mon but, c'est que mes burpees, quand je fais quand je fais mes 80 mètres, mon cœur n'augmente pas beaucoup par rapport au reste des autres stations. Pourtant, t'es grand en plus. Exact. Donc en fait, moi, mon premier enjeu, parce que moi, j'arrive comme un coureur. Je me dis, un semi-marathon, ton but, c'est que ta fréquence cardiaque, elle dérive petit à petit, mais c'est pas qu'il y a un énorme pic au milieu, ce qui fait d'ailleurs toute la difficulté de l'Aerox et qui fait que c'est horrible. C'est qu'à un moment au milieu, ton cardio va monter en flèche. Donc mon but, c'est de dire, ok, il va falloir que je mange énormément de burpees pour trouver la bonne technique pour moi, pour faire en sorte que mon cœur va gagner 5 BPM, mais ça se lisse. Et donc là, tu pratiques. T'essayes de le faire en mode hyper dynamique d'abord. Tu vois vite que ça va pas le faire parce qu'au bout de 10 mètres, t'es cramé. Tu dis, ok, comment est-ce que les gens font? Ils remettent un pied après l'autre. Tu le fais, ça marche pas parce que tes jambes sont gigantesques. Tu dis, ça fait quoi si je pose mon genou? Ok, je le fais. Déjà, ça va beaucoup mieux. Et après, par rapport au saut, tu te dis, c'est marrant parce que quand je me redresse pas, je vois que mon énergie est conservée parce que tu as envie de te redresser pour faire ton saut. Mais ça, c'est que la pratique. Alors évidemment, tu peux écouter des conseils à droite à gauche. Le mec, il dit, tu le vois faire. Tu te dis, c'est marrant, il reste quand même vachement courbé. Donc tu as quand même une partie analyse. Même au championnat du monde, tu regardes la finale des élites 15 là, à Nice cet été, au burpee, il n'y en a pas un qui met pas le genou par terre. Bah oui. Et pourtant, c'est des élites, tu vois. Ça m'étonne pas. Et puis en plus, sur le genou que tu ramènes devant, si tu poses ton genou, tu ramènes ton genou, tu peux t'aider de tes bras pour remonter. Encore moins d'énergie dépensée. Donc tu vois, tu as cette analyse-là. Pareil pour le wall ball. Typiquement, j'ai pas une très bonne souplesse de cheville. J'étais fémur très long. J'ai dit tout à l'heure, j'avais un gros point faible en squat. Donc si je fais un wall ball comme un squat normal, en fait, je prends un bras de levier sur le dos énorme et là, les wall balls deviennent infernales. Donc, en plus, tu te penches en avant, donc tu prends tout dans les épaules, etc. Donc, moi, ma question, ça a été de dire j'ai pas 8 mois devant moi pour gagner en souplesse de cheville et pour pouvoir faire un squat parfait. Comment est-ce que je peux faire? Tu vois, il suffirait de regarder la vidéo que je ferai, mais quand tu t'accroupis, si tu lèves un talon, tout de suite, tu peux te mettre beaucoup plus droit. C'est un peu comme si tu mettais une cale sous tes pieds. Donc, en fait, j'avais 2 choix. Soit j'essaye de le faire, où je fais mes squats, je descends sur la pointe des pieds, et comme ça, je reste très, très droit, très vertical, mais t'es très instable. Parce qu'en fait, tu peux te faire mal au genou aussi. Oui, après ça va, c'est pas non plus... sur 100 wall ball, ça va. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de charge. Si tu mets 100 kilos sur le dos, en effet, je vais pas forcément vouloir avancer mon genou autant par rapport à un pointe de pied, mais après là, t'as 6, 9 kilos dans les jambes, dans les bras. Ça va. Tu vas survivre. Tu vois, typiquement, je fais beaucoup d'un exercice de renforcement qui s'appelle du reverse step-up pour éviter beaucoup des périostites, des tendinopathies patellaires ou quadricipitales ou ce que tu veux.
là ton genou il avance beaucoup par rapport à tout un point de pied. C'est justement tout l'enjeu aussi de l'exercice. Donc t'as une box, tu mets un pied dessus, et tu descends comme si tu descendais une marche. Voilà, en arrière ou en avant? En avant, comme si tu descendais une marche en gardant le pied. Bon là c'est une petite parenthèse, mais donc quand je descends mon squat, je décolle un talon parce que du coup c'est le meilleur compromis. Je peux me verticaliser parce que c'est la seule méthode d'être performant au wall ball. Si vous vous penchez et que vous prenez du levier au niveau de votre dos, là c'est de la biomécanique de base, vous ne pourrez pas réussir. C'est simple, c'est juste. Ou alors vous êtes monstrueux sur les lombaires et le dos, mais ce n'est pas mon cas. Et les épaules, je veux dire. Donc il faut que je me verticalise. C'est pour l'instant ce que j'ai trouvé. Est-ce que j'ai vu quelqu'un le faire à part moi? Non. Est-ce que j'ai fait une bonne performance au wall ball? Non. Pourtant, je pense que c'était le meilleur moyen que j'avais. Et je peux pas. Et évidemment, tu peux pas te mettre sur la pointe des pieds parce qu'il suffit de le tester à l'entraînement et tu vois qu'en fait, en termes de lucidité, d'équilibre, etc., ça passera jamais. Okay. Est-ce que tu mets une petite planche dans ton dos et que tu sors pour les wall balls? Peut-être. Ok. Bon, tu t'es quand même pris beaucoup ton pied sur cette course quand même finalement. Ouais, c'était très cool. Et même le challenge intellectuel de la préparation, j'imagine. Oui, c'était plus ça, et puis c'est plus en avoir le cœur net. Après, le jour J, en fait, ce qui fait peur, c'est que tu pousses le sled, et là, tu te dis, waouh, genre, c'est que le deuxième atelier. Mathématiquement, ça fonctionne parce que j'ai calculé que ça fonctionnait, mais là, faut y croire. Tu vois. Et je pense que c'est là aussi les gens peuvent perdre du temps, ou, tu vois, pareil, tu finis les burpees, faut repartir. Là, faut repartir, et tu fais ton premier 400 mètres, et tu te dis, waouh. Combien de fois t'as fait... alors, tu fais du triathlon, donc t'as vraiment l'habitude des reprises et des transitions, pour moi. D'ailleurs, je sais pas à quel point sur la longue distance, bosser des transitions, c'est hyper important, mais moi, j'avais des souvenirs de discuter avec Léo Bergère qui me disait qui faisait des espèces de 500 mètres, 2 km de... 500 mètres, 2 km de vélo sur un home trainer, pardon. Et de l'enchaîner plein de fois dans la journée, mais limite pendant 2 heures, il faisait que ça. À quel point, toi, ça t'a impacté cette partie course sous fatigue et course complètement avec les jambes complètement fracassées par un sled? Alors, je pense que ça aide un peu, parce que même là, du coup, pour préparer mon swimrun, j'ai fait beaucoup de... parce que j'avais pas le temps de développer un vrai volume en course à pied sur des sorties très longues en trail, donc tu triches un petit peu en descendant du vélo et en allant courir, donc ça aide un petit peu. En revanche, on est très loin de commencer à courir après avoir fait 50 mètres de sled, parce que là c'est quand même une toute autre c'est un tout autre délire, et je pense que sur le vélo faudrait vraiment en fait le problème c'est qu'il y a une proximité avec l'effort et le début de la course à pied qui est très difficile à reproduire en triathlon, parce que ne serait-ce que le temps de changer les chaussures, etc., même si tu te fais un 2 minutes à PMA ou en fait tu redescends. Ce qui est dur, c'est qu'il faut courir tout de suite là maintenant. De la même chose que par exemple un truc que j'ai beaucoup fait, c'est sur stade, tu fais tes 4 minutes de fente. Alors j'avais pas tout le temps de poids, voire j'en avais jamais, donc en fait tu te fais un 150 mètres de fente pendant les 4 minutes. Là faut courir. Et ça, avec pour moi, il faut vraiment l'entraîner spécifiquement, parce que tu pourras jamais le retrouver. Et en fait, ce que je peux dire là-dessus, c'est que tu n'entraînes rien vraiment de physiologique. Ce que je disais par exemple en triathlon, c'est en fait, en vrai, faire des bike and run, c'est pas l'essentiel de ta prépa. Tu vas le faire vers la fin, juste pour t'accoutumer à comprendre ce qui va se passer et avoir confiance dans le processus, plus que dans un développement physiologique particulier. Alors, ce que tu développes, évidemment, c'est ton économie de course ou fatigue, mais en fait... c'est aussi psychologique, non? Ouais, mais en fait, une économie de course, c'est jamais du simple au double. Donc, si j'ai le choix entre apprendre à courir vite ou à être économe, je préfère courir vite. Parce que même si je suis pas économe, je serai toujours 1000 fois plus rapide qu'en courant pas vite, mais en étant économe. Tu vois ce que je veux dire? Non, donc, vaut mieux juste courir vite. En revanche, c'est hyper important spécifiquement de le travailler, de mon point de vue, comme en Ironman, parce que tu commences à courir et là tu te dis, ouah, les jambes que j'ai, jamais je tiens 42 km. Et au bout de 2 bornes, ça va. Et là, c'est la même chose. Tu te dis, ouah, après le sled, jamais je le fais. Et puis tu fais 400 mètres, et puis ça va. Tu vois, les burpees, pareil. En fait, par contre, si au bout de 800 ou le kilomètre, ça va toujours pas, là, c'est peut-être que t'as forcé un petit peu trop fort, j'imagine. Mais c'est juste le premier 400-500 mètres post-atelier difficile. Pour moi, c'était les 2 plus difficiles.
faut avoir confiance dans ton premier 400 mètres. De dire, là, je suis oxy, les cuisses, elles sont gorgées de sang, mais ça va passer. Ouais. Et parce que du coup, tu nourris pas aussi un discours négatif de « Oh, ça va pas, oh, je vais craquer, oh, ça va. » Parce que là, t'es sûr et certain que tu vas dans le mur. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que dans cet effort de course aux fatigues, il y a un gros aspect psychologique. Effectivement, la congestion des jambes, elle finit par disparaître et plus tu avances dans la course, plus finalement tu t'y fais et chaque atelier t'entame un petit peu moins que le précédent. T'es entamé de plus en plus, mais c'est pas 1 plus 1, c'est 1 plus 0,5, plus 0,3, plus 0,2 et quelques, etc. etc. En tout cas, c'est moi mon ressenti. Et effectivement, t'as une gestion de course qui est beaucoup plus sinusoïdale que tu peux avoir, contrairement à de la course à pied ou un triathlon où effectivement c'est très linéaire, et même sur un 10K où t'es un peu... tu peux partir très vite et très vite en asphyxie. Au moins l'effort il est constant, quoi. Et c'est je suis 100% d'accord avec toi, et c'est ce qui fait que là j'en ai fait qu'un, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus horrible que de faire un 10 km. Parce que le 10 km, en fait, ça monte progressivement, et donc tu peux psychologiquement accompagner le processus, rentrer dans ta zone, et avec un discours interne puissant, réussir à te transcender sur les 3 derniers kilomètres. Mais parce qu'en fait, si tu démarres trop tôt, trop fort, tu peux pas te motiver pendant 6 bornes. Ça marche pas. Ce qui est horrible sur l'Aerox, je trouve, et ce qui fait que, tu vois, j'entendais beaucoup de gens dire, quand tu vas finir ton Aerox, premier truc que tu vas avoir envie de faire, c'est d'en refaire un. Ouais, pas sûr tout de suite, hein, parce que j'ai trouvé ça horrible. Donc, c'est de se dire, t'es au premier quart de la course, et faut avoir la confiance de dire, ok, là, si j'étais sur un 10 km, il me resterait 500 mètres devant moi. Mais je suis pas sur un 10 km, je suis sur un Aerox, et donc ça va redescendre, jusqu'au burpees. Où là, tu te dis, si j'étais sur un 10 km, il me resterait 500 mètres devant moi. Or, il me reste encore la moitié de l'épreuve. Et la sinusoïdette, comme tu l'as décrit, c'est une bonne image, et très spécifique à l'Aerox, et c'est là où il faut psychologiquement être prêt. Mais comme je l'ai dit, j'ai eu de la chance. Les burpees, j'en ai fait beaucoup, donc je savais que ça allait se dérouler comme ça. Donc le sled un peu moins... Oui, le sled m'a surpris un petit peu. Après, ça va 150 kilos. Ça se bougeait bien avec mon poids de corps. Ouais. Tu verras en pro. c'est là où du coup, avec Geoffrey, tous les poids étaient en pro. On sent que c'est pas du tout la même ambiance quand même. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est un autre... effectivement, c'est une autre course et c'est une autre compète. Exact. Je te demande un petit conseil perso. C'est très égoïste, mais moi, tu vois, j'ai vu avec le coach que j'ai vraiment ce problème psychologique de gestion d'une course. Presque, j'y crois pas, en fait. Que je suis capable de tenir cette intensité-là pendant longtemps. On a fait des tests plutôt de calcul sur ma vitesse 5 et 10 km. Sur 5 km, on a vu que je pouvais monter à... En tout cas, beaucoup de choses montrent que je peux monter à 19-15, 19-20. Pas loin par là. Sur des tests, je suis vraiment, vraiment pas loin. Et impossible. Tu vois, sur Aerox, on avait calculé que je devais passer sous les 1h08. Et je prends 3 minutes dans la vue, tu vois. À pied 3 minutes 30. C'est-à-dire... Sur le chrono global, ou tu prends juste 3 minutes sur la course à pied par rapport à ce que tu avais prévu? Je perds un peu sur la course à pied, je pars trop lentement, ça c'est sûr, mais c'est sur le chrono en entier, tu vois. Et moi j'ai un truc, des fois je crois pas en ma capacité à vraiment aller plus loin dans cette espèce de douleur et un peu de souffrance. En tout cas, moi le problème, je l'ai identifié là, tu vois. Et je me dis, est-ce que c'est avoir confiance dans ses départs et partir tout de suite beaucoup plus vite et avoir une cadence très élevée dès le début, tu vois? Ou est-ce que c'est un problème de plutôt éclater à la fin? Alors que bon, si tu regardes ma courbe d'évolution par rapport au classement, tu vois, je fais comme ça, quoi. C'est-à-dire que mon premier tour, je dois être 500e. J'arrive au ski, je passe 450. J'arrive au sled, je passe 400, etc., 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 tu vois. Et je remonte, je suis un diesel, en gros, tu vois. Et je vois pas... Est-ce que t'es un diesel parce que les gens sont moins intelligents que toi? Je pense les deux. Les deux. Moi, je suis
très vite, tu vois, j'aime pas l'inconfort du début de course, tu vois. Ça part vite, tout de suite, je suis un peu essoufflé ou je dois mieux m'échauffer. Attends, je t'interromps parce que du coup, t'as couru à combien c'est quoi ton pace cible sur un Aerox? Bah, je devais cibler, tu vois, 4,05. Ok. Et au final, mon pace moyen, il est à 4,18. Ok, donc on en est ok. Donc je perds 15 secondes par tour et je perds tu vois, un peu plus d'une minute 30 au final et même quasiment 2 minutes. Ouais, 2 minutes. 2 minutes et 1 minute que je perds au wall ball et aux fentes. Alors, j'ai pas du coup le recul parce que là, je me prête à l'exercice parce que c'est intéressant d'appliquer juste de but en blanc une pratique triathlon sur l'Aerox en disant toi qui n'as pas de biais, qu'est-ce que tu penses de l'entraînement Aerox? C'est pour ça que je me prête au jeu. Mais après, Merci, sur la spécificité, je peux manquer un peu de profondeur. En revanche, ce que je peux dire sur le pacing, c'est que j'ai tout couru à la même vitesse. Je le sais parce que j'ai tellement couru que tu vois, même en intérieur, j'ai pas la vitesse sur ma montre, mais j'ai tout couru à la même vitesse, du début jusqu'à la fin. Et si tu regardes statistiquement ma répartition, je pense que le premier, je dois être premier 20, dans le 20%. Il y a 20% des gens qui courent plus vite que moi. Et au 8e, je fais partie, je crois que je dois dans les 5 des meilleurs temps, c'est 0,1% de... pourtant, moi, j'ai pas bougé. Et j'estime avoir lissé mon effort. Là, je pense que là, je pouvais pas faire une meilleure performance et une meilleure gestion de course. La seule chose que je pouvais faire, c'est m'entraîner plus longtemps. Mais ça, le jour J, c'est-à-dire que tu finis, attends, j'aurais dû faire plus de wall ball. Oui, mais ça s'appelle s'entraîner plus, en fait. Ça s'appelle avoir 2 ans de pratique d'Aerox, c'est pas juste arriver comme ça. Mais donc, quand je te dis, est-ce que tu es plus intelligent que les autres, c'est ça, c'est ce que juste tu pars à ton pace et les autres. Moi, je les ai vus partir, hein, c'est pour ça que je m'étais mis d'ailleurs en arrière de la vague, parce que j'avais bien pris l'info que ta puce bip quand tu passes la ligne et pas quand le truc est lancé, parce que c'est pas le même enjeu. Si c'est quand c'est lancé, je me mets devant. Si c'est quand je passe la ligne, je me mets derrière et je les laisse partir comme des fous furieux. Parce qu'en triathlon, c'est la même chose. Hein. Et puis même en course à pied, c'est la même chose. Là, pour le coup, c'est international et toute pratique confondue. Mais après, pourquoi est-ce que tu... Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait regarder en fait combien tu mets sur un semi-marathon. Mais je pense que 4,18, c'est plus... Si tu cours en 19,15 sur 5 km, je pense que c'est plus lent que ton allure semi-marathon. Donc en effet, il y a un truc à aller chercher parce que t'as un gap. Okay. Est-ce que c'est psychologique à se faire mal ou... Je saurais pas. Et puis en plus de ça, c'est tellement spécifique l'Aerox que moi, là, après le sled ou après les burpees, je peux comprendre que, tu vois, par exemple, je perds 5 secondes au kilomètre après les 2 ateliers. Je peux comprendre que les gens en perdent 15 ou 20. Parce que t'as tellement besoin de te refaire la confiance de je vais pouvoir tenir l'heure qui me reste, que ça, je le conçois tout à fait. Moi, j'en ai fait 6 des Aerox, tu vois, donc j'ai plus l'excuse normalement, tu vois. Mais... Après, moi, tu vois, alors c'est toujours l'exemple que je prends, Damien, excuse-moi de te reciter à chaque fois, mais j'ai compris le pouvoir du psychologique le jour où j'entraîne quelqu'un. À l'entraînement, c'est sûr et certain qu'il peut faire la performance que... Enfin, je veux dire, il réussit sa séance test, tout va bien. Son 10 km, il craque. Et il est à des kilomètres. Il se fait prendre en charge par, justement, un prépa mental, tu vois, qui lui donne deux, trois trucs classiques d'ancrage, de trucs, de confiance en soi, de se détendre vis-à-vis de l'objectif qu'il a vis-à-vis de lui-même, parce que si c'est pas 10 km, ça sera un prochain et tu joues pas ta ville ce jour-là. Bref, tout ça, 2 mois plus tard, il fait un SMI, il court plus vite que la vitesse qu'il avait couru sur 10 km 2 mois avant. Ça faisait plusieurs années que je l'entraîne, il n'y a rien physiologiquement qui explique cet écart. Il ne peut pas progresser en 2 mois aussi fort. Donc c'est forcément... Alors, soit que c'était une très bonne perf sur semi, mais c'est forcément que sa perf sur 10 km, il y a un autre truc qui l'en empêche, 100% le psychologique. Donc, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais. Genre, je savais que le psychologique pouvait jouer, parce que tu le vis toi-même, mais il y a des gens qui vont être plus ou moins impactés. Et là, je me suis dit, d'accord, c'est une vraie problématique. Même chose sur un autre profil. Une course ratée. 3 mois après, il y a un autre 70.3. On y va vraiment à la cool, voilà, avec une autre méthodologie de coaching. Il y a 40 minutes de gagner sur 70.3. Il n'y a rien physiologiquement en 3 mois, quand tu t'entraînes depuis des années, qui explique un écart de performance comme ça, hormis un switch mental ou une autre approche psychologique de ta course.
Hmm. Ou peut-être aussi je te challenge un peu, mais une accumulation de paramètres mal maîtrisés dans un cas et bien maîtrisés dans l'autre. Typiquement, Pas 40 minutes, impossible. Tu manques une. Non, mais tu vois, typiquement, sur ta première course, tu manques d'une heure de sommeil ou deux parce que t'es stressé, c'est ta première course. Ta deuxième course, tu connais la distance, t'es plus confiant psychologiquement, t'es relâché de l'objectif parce que de toute façon, tu sais te battre ton PR et tu sais que tu vas le faire. Et tu dors un peu mieux. Non, pas dans. Parce qu'en fait, on surestime la baisse de performance sur un mauvais jour. En fait, sur un mauvais jour, tu vas évidemment pas faire aussi bien que sur un bon jour, mais ce qui va changer principalement, c'est ton expérience de course. Et typiquement, quand tu es dans un très bon jour, que la course se passe bien, la première chose que tu te dis quand tu franchis la ligne d'arrivée, c'est « Ah, j'aurais pu faire mieux ». La réalité, c'est que t'aurais pas pu faire mieux. C'est que c'était un bon jour. Et si ça avait été un mauvais jour, t'aurais forcé comme un fou, et sur 10 km, t'aurais peut-être perdu 15 secondes. Okay, et tu vois, typiquement, si je prends l'exemple de Nico Running Addict que tu as reçu, tu vois, il vise 2,29 et 59 secondes sur marathon. Il pète au 20e. Et là, va suivre des crampes, des trucs, des machins. Il fait 2,36. Il fait pas 2,50. Tu vois ce que je veux dire ? L'année précédente, il a des sensations horribles. Bah juste il y croit et il se dit ça va juste être quelques heures un peu pas agréable, mais en fait il passe au-dessus et il fait 2,33. S'il avait été dans un bon jour, il aurait fait 2,32, 30, 2,31 grand max. Donc tu vois, on est vraiment sur des petites. Il y a juste quand tu vas dans le mur très très fort, où en effet après tu peux avoir 50 minutes, mais bon là tu l'as cherché, on va dire. Ok, intéressant. Ouais, en revanche, par contre, juste avant que j'oublie, ce que je peux te dire, c'est que à l'entraînement, quand par exemple, moi je faisais. Alors, il y a une séance que j'ai beaucoup répétée parce qu'en fait, j'ai pas réussi à avoir une régularité suffisante pour construire et pour surcharger vis-à-vis de ça, mais c'est 8 km sur ta séance. Donc, quand je dis 8 km, ça peut être un 8 x 1 km, comme ça peut être un 4 x 2, comme ça peut être un 2 x 4. Qui est un peu la séance du milieu, elle est du 2 tiers. Donc en gros, sur un semi-marathon, moi personnellement, je ferais pas plus de 5 x 2 km typiquement. Ou un 3 x 3 km en séance test en plus. Bref, donc ce 8 km cumulé que tu répartis de la manière dont tu veux, évidemment 2 x 4 est bien plus dur qu'un 1 x 8. Et puis encore une fois, quand tu prends ton temps sur ton kilomètre, sur une prépa Aerox dans la partie spécifique, tu remplaces un 500 mètres ou un kilomètre par un atelier d'Aerox, donc soit des wall balls, des burpees, etc. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envisagé. Tout ça pour dire que pendant que je le pratique, mon premier truc, c'est jamais je le tiens 1 heure, ça. C'est-à-dire que les sensations sont horribles et la seule chose qui me fait tenir, c'est de me dire, je regarde mon cardio, il est dans la zone qui est attendue, les sensations sont horribles, mais bon, c'est pas insoutenable, enfin voilà. Donc, et pour autant, sur mes préparations précédentes, Ironman, 10 km, ce que tu veux, c'est en fait à chaque fois ce que tu te dis. Tu dis ça, il n'y a aucun moyen que je tienne le jour J. Et à chaque fois, tu le tiens. Donc, quand c'est ton premier Aerox ou ta première course, certes, tu peux avoir un petit recul, mais quand ça fait la 30e course dans ta vie que tu fais et que 30 fois tu t'es dit jamais je le tiens et que tu l'as tenu plus ou moins, tu prends un petit peu confiance. Donc, c'était juste ça pour les auditeurs. Si jamais ils s'entraînent à un pace, que la fréquence cardiaque est bonne, que tout est bon, etc., mais qu'ils se disent jamais je tiens ça 1 heure, je veux dire, dans tous les sports du monde entier d'endurance, c'est ce que les gens se disent. Il n'y a pas un mec, là on était sur le salon du marathon parce qu'on est partenaire, il y a plein de gens qui sont en mode j'ai fait la séance test, ça s'est bien passé, mais pour moi jamais je tiens ça 42. Et pourtant. C'est vrai que j'arrive à me le dire quand je cours un marathon ou un semi, et sur un Aerox, j'arrive pas à me le dire. C'est intéressant. Je voulais te demander aussi sur l'échauffement. Je vois une vraie problématique autour de ça, tu vois. À quel point c'est difficile de s'échauffer pour ça. Et même, je suis curieux de savoir, tiens, comment est-ce que tu t'échauffes toi-même juste sur un 10 km, par exemple, et quelle passerelle t'y verrais avec un Aerox, parce que ça part quand même vite. Mine de rien, faut pas s'entamer, je trouve. Et t'as besoin d'être bien chaud, quoi, quand même, pour pas trop te faire surprendre, tu vois. Donc, qu'est-ce que
toi, tu fais sur un 10 et sur un Aerox, et c'est quoi les points communs, la méta un peu, tu vois, entre les deux? Pour moi, tu t'échauffes plus comme pour un semi. Pour le coup, si tu continues de filer la comparaison. Ok, excuse-moi, pas. La seule différence que musculairement, tu te prépares un peu plus. Mais typiquement, moi, ce que j'ai fait assez simple, j'ai couru 8 minutes, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, la durée qui me semble suffisante pour sentir que mon système cardiovasculaire fonctionne bien et que tu as souvent une zone, alors ça peut aller de 5 minutes pour certains. Je pense à Franck en particulier où, tu vois, typiquement moi quand je commence une endurance fondamentale, je suis jamais frais au tout début, j'ai toujours besoin de me mettre un petit peu dedans, etc. Et puis même donc ça me prend un peu de temps, ok, en général un tout petit peu moins de 10 minutes. Donc tu montes un peu ou t'es vraiment en endurance fondamentale? Non, là je suis en endurance fondamentale, mais je stick tout, je me colle à ma fréquence cardiaque, donc en fait t'accélères au fur et à mesure, parce que plus tu es débloqué, plus tu te dérouilles, plus tu te délies, plus tu vas accélérer. Donc là typiquement je dois être aux alentours de 4,20 au kilo, quelque chose comme ça. Et ma vitesse de course, alors bon, sur Paris, il y avait marqué 3,30, mais je pense que je courais en 3,40, 3,45, parce que je pense qu'il n'y avait pas 1000 mètres. Tu le récupères dans la rock zone, mais parce que je passe 4 minutes 50 en rock zone, bref. Ça va encore. Mais plus de 700 mètres, 700 ou 800 mètres de rock zone, je pense. Là, il y avait une bonne. Après, quand tu regardes statistiquement, tu vois, il y a 20% des gens qui le font plus vite que moi. Donc il n'y a pas de raison que. Voilà, c'est juste que j'ai été là en rock zone. Un petit point amélioré aussi. Mais qu'est-ce que. Ah oui, donc un petit peu de course. Et ensuite, je me fais 2 minutes sur le rameur, 2 minutes, 1 ou 2 minutes sur le rameur, 1 ou 2 minutes sur le ski erg. Je pousse le sled, je tire le sled, point barre. Et tu montes pas un peu dans les tours? Tu te fais même pas 500 mètres à allure? Tu pourrais finir ton 10 minutes avec un 500 mètres de pace. Là, moi, je l'ai plus fait. Je suis plus monté sur le ski erg où pour le coup, les 2 minutes, je les ai fait au pace qui était attendu. Et en fait, comme je le lisse, en fait, mon intensité sur les ergs sont la même intensité cardiovasculaire que sur la course à pied. D'ailleurs, je pense que je pourrais peut-être aller un petit peu plus fort. Mais voilà la spécificité, là voilà où je suis monté. Puis après le sled, faut quand même faire les 12 mètres et demi, donc là le cœur monte quand même. Ouais, ok. Hyper intéressant, ouais. Et du coup, sur les ergos, essayer de sticker un peu à ton allure de course. Ouais, et puis après il y a aussi le poids qui rentre en compte, tu vois, parce que si je jogge 20 minutes et que je me fais, en fait même mes mollets ils commencent déjà à fatiguer un petit peu, donc je préfère les préserver et faire ça sur les ergs. Ok. La question qui me piquait un peu, mais tu penses qu'il y a plein de triathlètes là qui vont venir sur Aerox en se disant tiens, il y a des places à aller choper? Mais alors je le pense, oui, en effet, mais parce que c'est déjà le cas aujourd'hui. Oui. Et je pense que c'est le cas, mais il y en a pas beaucoup non plus encore, tu vois. Il y en a. Ça va venir. Il y a des têtes brûlées un peu comme toi. J'ai discuté avec un pote, il m'a fait rire, il m'a dit moi aussi je pense que je vais m'y mettre. Il est bien meilleur que moi en triathlon. Et il dit de toute façon l'Aerox c'est un truc pour triathlètes en surpoids. C'est genre ceux qui ont un trop gros gabarit vont pouvoir s'y plaire. En fait j'en suis quasiment sûr, mais pourquoi? De mon point de vue, bon évidemment un développement cardiovasculaire de fou furieux, donc ils vont pouvoir jouer sur leurs acquis. Le problème c'est que alors qui est pas forcément un problème, on se rend compte qu'il faut moins être gros que ce qu'on pensait pour être vraiment performant en Aerox. Les gens les plus performants, c'est pas ceux qui font mon poids, ils font bien 10 kilos de moins, juste très sec et très fort, quoi. Même si Geoffrey Voisin, qui fait partie du top 15, il s'est pesé en face de moi, il fait 93, mais le mec a une masse grasse bien plus proche de 0 que moi. En tout cas, il n'y a pas de chiffre sur la sienne, ça c'est sûr. Donc ça, et aussi une discipline de travail. Parce qu'en fait, pour être bon en triathlon en amateur, moi, je m'entraînais 20-25 heures dans la semaine. Je faisais 16 entraînements dans la semaine. Pour pas grand-chose. C'est-à-dire que juste pour être fort en tant qu'amateur. Et je suis encore à des années-lumière des professionnels. Mais juste, en fait, tu développes une discipline de travail tellement élevée qu'après, tout te paraît simple. Là, typiquement, pour préparer l'Aerox, donc je cours 5 fois, j'ai 1 ou 2 séances de muscu, je vais nager 2 fois et je fais un vélo, j'ai l'impression de pas m'entraîner. Tu vois, et alors que ça fait 2 ans et demi que je fais plus de triathlon, mais juste ça te change ta vision et le contraste est trop élevé après.
Tu t'entraînes 2 fois par jour, t'es en mode putain, j'ai vachement le temps de bosser et tout, c'est cool. Ouais, donc du bi-quotidien, ça te fait pas du tout peur en fait. Exact. Ouais, tu cours à midi, tu vas à la salle le soir en rentrant à 19-20 heures. Enfin, je veux dire, pour moi, et tu trouves que t'as du temps pour les. Et en plus, je me dis. T'as du temps le week-end. Putain, j'ai vu mes potes, j'ai vu ma famille et tout, truc de fou. Donc, c'est là où je pense que les triathlètes vont avoir beaucoup d'avantages. C'est que. Enfin, c'est pas un sport normal. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu vois, psychologiquement. Bref, on va pas étaler là-dessus, mais en tout cas, ils ont un avantage après à mettre en jeu là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours le principe des aventures. C'est que. T'y vas pour chercher un truc, alors tu le trouves, mais en fait tu te rends compte que ce que tu gagnes à son aventure est bien différent de ce que tu pensais venir chercher à la base, et après ça te sert pour ta vie, et ça te sert accessoirement si tu veux faire un aerox. Ok. Ça sert à d'autres trucs dans la vie de tous les jours et dans le quotidien, tu vois, de se faire 20 heures d'entraînement par semaine, d'avoir une logistique aux petits oignons, de tout mettre dans un fichier Excel. Je sais pas si c'était pour toi, mais ça sert à d'autres trucs. Est-ce que ça oui, heureusement. C'est toujours le truc de te dire, tu vois, très souvent je me dis, si j'étais capable de faire ça, il n'y a pas de raison que j'ai pas été capable que je sois pas capable de faire ce truc. Donc c'est toujours un élément de comparaison. Après, ça dure quand pas. Ça va pas, tu te raccroches à ça en te disant, ouais. Attends, j'ai fait un Ironman, je suis allé à Kona, je me suis entraîné 20 heures par semaine. Donc tu sais que c'est au fond de toi. Okay. Et tu vois, et par exemple, parce que moi je promeux pas un train de vie de hustler où je bosse 15 heures par jour, etc. Moi je promène mon chien 4 fois par jour, je suis très content. Tu vois, j'arrête pas de bosser, enfin je m'arrête pas à 23 heures, je m'arrête à une heure normale. Donc certes, après je peux aller faire mon sport, mais pour moi, c'est pas considéré comme du travail. Donc je suis pas dans cette mentalité de faut toujours plus. En revanche, quand j'en fais pas assez, bien sûr, je me dis, en fait, qu'est-ce que c'est est-ce que parce que t'en es pas capable ou est-ce que tu l'as choisi? Et tu dis, si, j'en étais capable parce que je l'ai déjà fait. En revanche, j'ai choisi d'avoir ce rythme de vie-là. Donc, ne sois pas trop dur avec toi-même si tu penses que... Parce qu'en fait, si tu penses que t'as pas fait assez, parce que c'est juste que c'est le train de vie que t'as choisi, et sois bien dans tes bottes, tu vois. Parce que tu peux toujours avoir le problème de confiance en toi de te dire, je suis pas capable de faire assez. Ou alors, je peux pas être assez productif. Je pourrais faire plus. Oui, tu peux faire plus, t'en as la preuve. La preuve, t'y as passé plusieurs années. Donc maintenant, profite juste. Ok. C'est plus dans ça. Dans le boulot, t'arrives aussi à déconnecter et te dire, c'est bon, j'ai eu ma dose. Ne pas toujours en faire plus. Parce qu'au triathlon, à un moment donné, quand tu me dis que tu fais 20 heures d'entraînement par semaine, il y a quand même une recherche de essayer d'en caler le plus un peu dans la semaine, tu vois. C'est pas un truc que t'as retrouvé dans le boulot? Pas vraiment. Bon, après, déconnecter du boulot, c'est différent. Enfin, toi aussi qui as ton compte, tu le vois. Surtout moi qui travaille dans le sport et pour qui faire du sport est une passion et un plaisir, en fait, je déconnecte jamais vraiment. Et puis même quand je m'entraîne, je me dis toujours que ça peut servir. Enfin, tu as toujours une logique. T'écoutes toujours un podcast qui va parler de sport, au cas où t'apprends un truc, tu vois. Donc tu déconnectes pas vraiment, mais c'est le principe de l'entrepreneuriat, c'est quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu travailles pas, mais ça c'est une autre question. C'est quoi ta question, excuse-moi? Ouais, c'était ça, ouais. Quand est-ce que je travaille pas? Quand est-ce que je travaille pas? Je travaille pas quand je suis en famille. Voilà, c'est tout. Tout le reste du temps, quand je dors, je peux travailler, quand je suis aux toilettes, je peux travailler, quand je promène mon chien, je travaille. Donc voilà. Il y a juste quand après t'es avec tes amis, avec tes proches, là tu bosses pas. Mais si t'as une bonne idée qui te vient, t'es pas à l'abri de prendre une petite note et de l'écrire. Toujours. Qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire comme projet, tu vois, vis-à-vis d'Aerox? Est-ce que t'as envie d'en refaire? Est-ce que t'as envie de tester le double? Est-ce que t'as envie de construire des programmes autour de ça aussi? Est-ce que tu t'es dit, tiens, pour Campus, il y a peut-être un truc à faire parce qu'au niveau de l'entraînement, il y a peut-être des choses qui sont un peu spécifiques. C'est quoi les idées du coup que ça t'a donné? T'as dû en avoir plein ce week-end. C'était quand même dans un lieu qui était propice à la créativité, aux idées, aussi aux belles rencontres et aux exploits. Tiens, c'est quoi les petites notes que t'as notées après ce week-end? Alors moi, mes envies là tout de suite, est-ce que j'aurais envie d'en refaire un? J'avais pas forcément envie, parce qu'en effet c'était très très dur, mais en même temps il y a le truc de se dire, maintenant que tu sais que potentiellement ça peut le faire,
est-ce que t'as pas envie d'aller essayer? Et tu me dis, qu'est-ce que tu gardes du triathlon? De dire, t'as été capable de mettre ça dans le triathlon, imagine tu mets ça dans l'Aerox. Qu'est-ce que ça donne? Et quand tu as des moments dans ta vie, là personnellement, moi en ce moment, ça va bien, donc tu t'embourgeoises un petit peu, tu vois, c'est-à-dire qu'aller se faire mal à l'entraînement, c'est aussi plus compliqué parce que tu te dis pourquoi, à quoi bon, etc. Donc, je garde toujours une zone d'inconfort dans ma vie dont a fait partie l'Aerox et je pense que peut-être d'ici 1 an, tu vois, y retourner avec une prépa plus longue, plus axée, en me remettant pas d'autres objectifs. Parce que là, j'ai le Norseman qui arrive en août. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que je peux pas non plus faire 100%. Bref, dans un truc 100% Aerox, je m'y dédie. Qu'est-ce qui se passe sur 1 an, sur 2 ans? Ça peut faire partie des trucs. Tu m'as parlé de campus, ça c'est évident parce que nous, on essaye aussi de promouvoir le rôle de la santé dans le sport. Donc certes, préparer, donner des plans, etc. Mais c'est quel rôle est-ce que vous allez laisser au sport dans votre vie? Qu'est-ce qui va faire? Comment est-ce qu'on peut vous aider à courir sur le long terme? Au lieu de faire juste 12 semaines, de vous faire courir à l'année avec des hauts, avec des bas, puis peut-être sur plusieurs saisons. Et puis si vous voulez vous mettre sur l'Aerox parce que il y a la force, et on sait aujourd'hui que d'un point de vue santé, mêler trucs cardiovasculaires avec sport de force, c'est ce qui fait qu'on vieillit dans la meilleure santé possible. Un peu de mobilité quand même. Exact. Oui, bon, j'ai un petit point faible de ma part là-dessus. Mais d'où les wall-balls. Mais tu vois, ça fait partie du projet. Et alors aujourd'hui, on peut se permettre de se rapprocher d'experts. On l'a fait avec le trail avec Mathieu Blanchard. Donc si jamais on est dans l'Aerox, on se rapprochera évidemment d'un expert. Mais moi, en tant que, on va dire, coach qui chapeaute un peu la partie coach, ça fait toujours du bien de savoir de quoi on parle un petit peu. Voilà, d'avoir mis les pieds dedans et non pas de parler à égalité, mais quand quelqu'un te raconte un truc, dire ok, bon, j'ai vécu au moins un peu. Moi, par exemple, c'était à l'époque parce que j'avais pour ambition de potentiellement entraîner des triathlètes professionnels. Je me dis, je peux pas mettre 3 entraînements dans la journée à quelqu'un sans l'avoir déjà vécu. Donc, par exemple, moi, je sais ce que ça fait de s'entraîner en tri quotidien. J'entraîne pas de triathlètes professionnels, mais si ça avait été le cas, ça aurait pu les motiver. Après, tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé qu'est-ce que ça apporte. C'est toujours un petit peu compliqué. Est-ce que moi j'ai une place particulière, je crée du contenu, je motive des gens, etc. Donc je sais qu'en m'entraînant 20-25 heures dans la semaine, je vais motiver énormément de gens à faire ne serait-ce que la moitié et qui vont eux-mêmes après motiver des gens. Donc en fait, moi c'est plus pour un amateur lambda. Après, chacun y trouve un peu ce qui lui fait plaisir. Mais moi, il y avait aussi ce truc de partage qui compte. Ouais, bien sûr. Non, et puis mine de rien, quand tu fais 20 heures par semaine, tu rentres dans une espèce de zone exploratoire qui vont te faire apprendre des choses que peu de gens ont découvert, tu vois, et que toi, tu peux revulgariser ou redispatcher, ou en tout cas réutiliser, ou tout simplement d'en parler à d'autres. Tu vas avoir un apprentissage accéléré qui va être hyper valorisant pour un coach, pour quelqu'un qui transmet, tu vois. Là, moi, pour mon dernier Aerox, bon, je me plante un peu sur le résultat. J'ai fait quelques entraînements bi-quotidiens parce que je m'entraînais 8 fois par semaine. Mathématiquement, là, on était obligé. Mathématiquement, t'es obligé. Et notamment, si tu veux au moins un jour de repos où tu fais rien, mine de rien, avec mon groupe d'entraînement, même s'il y avait des mecs qui étaient meilleurs que moi et plein de gens qui n'avaient pas envie d'essayer, tu vois, de suivre à la lettre le programme que j'étais en train de faire, tous les enseignements que j'en ai fait sur mon corps, comment le gérer, comment faire une récup, comment s'organiser, ça a parlé à tout le monde en fait. Et ça, c'était des choses qui étaient intéressantes à prendre. En tout cas, je trouve. Enfin, moi, c'est les retours qu'on Après, évidemment, c'est une question que je me pose quasiment quotidiennement. Tu vois, comment est-ce que je capitalise dessus? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Tu vois, typiquement, le fait de dire que ce n'est pas un truc dans lequel j'ai envie de retourner. Ne serait-ce que ça, c'est un apprentissage. L'année dernière, donc j'ai dit, j'ai fait les 7 majors. Je l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec une partenaire. Du coup, alors certes, ça prend des proportions où tu fais des sorties de vélo de 13 heures et ça devient un peu débile, mais l'aventure que tu vis, les bons souvenirs que tu gardes et le fait de dire aujourd'hui j'ai envie de faire des trucs à plusieurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais faire. Enfin, moi, j'ambitionne avec la vidéo de faire aussi la promotion de l'Aerox vis-à-vis du double, que je trouve une idée formidable, parce que je n'arrête pas d'entendre des gens dire si ça avait été pour le faire tout seul, je l'aurais pas fait. Ou alors des gens dire tu veux faire un Aerox? Non. Ça te dit on le fait ensemble? Et là les gens disent oui.
Tu vois, bah ça typiquement l'année dernière c'est un truc que l'aventure des 7 majeurs m'a appris. Mais les 7 majeurs, je les aurais jamais fait si j'avais pas fait le triathlon avant. Donc en fait, après, c'est toujours. Et l'Aerox, là, je l'aurais pas fait si j'avais fait le triathlon. Donc après, chacun vit son aventure et se raconte l'histoire qu'il veut se raconter. Ouais. Tu recommandes à tout le monde de tester un Aerox une fois dans sa vie? C'est tous les coureurs de campus. Est-ce que c'est pertinent dans un but de santé, de progression même d'un coureur, tu vois? Un coureur qui est capable de courir du 35 au 10 depuis 3-4 ans, qui plafonne un peu, est-ce que lui, il va trouver un intérêt à faire de l'Aerox et même à progresser, à aller chercher quelque chose de nouveau, un nouveau stimuli, une nouvelle zone d'inconfort, une nouvelle zone d'apprentissage? Il va y trouver de la valeur, mais aussi quelqu'un, comme tu l'as dit, qui court pas beaucoup, mais faire un Aerox avec sa copine, ou même quelqu'un qui aime bien courir et qui a jamais fait de muscu et qui se dit tiens, on fait un Aerox avec une nana que t'as envie de séduire, avec un pote que t'as envie de avec un pote que t'as envie de faire un cadeau, tu vois. Tu penses que moi, en fait, plus j'avance, plus je me dis qu'il y a de cas de figure où c'est pertinent, et j'aimerais avoir ton avis d'abord sur vraiment la performance, peut-être pour un athlète qui plafonne, parce que ça arrive nécessairement un jour dans l'histoire d'un coureur, je pense. Et puis après, d'un point de vue plaisir. Attention aux gens qui vont vous inviter à faire des doubles. Ce que je remarque, c'est que c'est très difficile pour les gens de s'entraîner sur le moyen et long terme s'il n'y a pas des objectifs. Donc, est-ce que l'Aerox en soi est indispensable? Je pense pas. Mais de fait, il le devient si ça devient le catalyseur d'une préparation, enfin pas une catalyseur, mais un prétexte. En fait, l'Aerox est un prétexte parmi d'autres. De la même manière, alors, tu vois, personnellement, je dirais plus à un mec qui court, va tenter un triathlon, ne serait-ce S, M, qu'importe, parce que moi j'avais réfléchi à ça en me disant, qu'est-ce qui fait que le triathlon ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que le duathlon ça ne fonctionne pas? La seule différence entre les deux, c'est la natation. Et la natation, ce qui réunit 95% des triathlètes, c'est que les gens ne veulent pas nager, n'aiment pas nager, mais ils y vont quand même. Ils y vont pour se préparer pour leur triathlon. Et le jour J, il va falloir la nager la distance. Et souvent, ce que tu entends les triathlètes dire, c'est si je sors de l'eau, c'est bon, c'est gagné. Et en fait, le fait de faire un truc vraiment profondément qu'on n'aime pas, ça c'est un apprentissage dans la vie, qui nécessite pas 25 heures dans la semaine, mais qui nécessite peut-être juste une natation dans la semaine, les 8, 12, 15, 16 semaines, ça dépend, même parfois 26 mois, parce que si tu sais pas nager, c'est génial. Donc oui, je dirais plus facilement aux gens d'aller tenter un triathlon, et si tu me dis moi j'aime pas nager, je te dirais justement, c'est parce que t'aimes pas nager que tu vas récolter des trucs de fou. Et l'Aerox, c'est juste parce que ça peut être un bon prétexte pour te mettre à la musculation, ou te mettre à la course à pied, ou ça peut être un bon prétexte pour vivre des aventures de façon assez accessible avec des proches, avec des amis. Je pense que l'Aerox a de très très beaux jours devant lui, et même moi, sans forcément le partager sur les réseaux, je pense que je pourrais à l'occasion faire un double avec un pote, avec une connaissance, avec juste pour le plaisir de vivre un truc ensemble, après d'aller manger un bon resto ensuite et de faire la fête, quoi. Ok. Va en double, hein. Tu risques de faire très mal, hein. Encore mal de te faire un gros là je pouvais pas parce que c'était le week-end de Pâques, donc évidemment week-end en famille, mais sinon Geoffrey avec ses potes m'avait proposé pour le dimanche, mais du coup je pouvais pas. Peut-être à l'avenir, peut-être. Bon écoute, tu verras. Bon, on a bien fait le tour, hein. Je crois qu'on a bien poncé le sujet, hein. Mais je pense, on n'a pas parlé entraînement en tout cas. Écoute, je vois qu'il est. Enfin, on a pris le temps. Je crois qu'il y a une raison en plus après au studio, donc je vais pas durer, mais je t'aurais bien relancé sur le Norseman, sur comment est-ce que ça se prépare. Mais écoute, du coup, il y en a peut-être d'autres. J'ai toujours 2 petites questions de la fin que je pose à tous mes invités, et c'est un peu comme ça que j'aime bien terminer. C'est est-ce qu'il y a un film ou un livre, que t'as lu récemment et qui fait un peu écho à la conversation qu'on a eue aujourd'hui, et que tu aimerais bien me recommander ou recommander aux auditeurs, soit
soit parce qu'il est inspirant, soit parce que tu as appris des choses, ou soit tout simplement parce que ça t'a fait marrer, que c'était un bon moment. On n'est pas obligé de tout optimiser, même nos lectures. Non, j'ai commencé à lire vraiment assidûment, au moins une vingtaine de pages par jour depuis 6 mois, mais pas de livre sur ce sujet-là particulièrement. Non mais vas-y. Je réfléchis. Non, parce que là, en ce moment, je lis un livre, laisse tomber. Parce que comme je vais faire le Northman qui s'appelle, que tu peux apparenter à l'enfer, donc du coup, mais là je donne un petit, j'ai pas trop envie d'en dire, mais j'ai envie de faire un parallèle entre ça et la Divine Comédie de Dante pour la vidéo Northman. Donc je suis en train de me taper la Divine Comédie de Dante, okay. Mais vous allez rien apprendre en la lisant, c'est une certitude. Non, je sais pas. En plus là, évidemment, quand tu me parles de ça, je pense au dernier film que j'ai vu. Le dernier film que j'ai vu, c'était King Kong de Peter Jackson. Est-ce qu'on peut en retirer quelque chose? Pas sûr, mais un film que j'aime plutôt bien. Il est toujours un peu ému à la fin. Ouais, là tout de suite. Si je finis sur ça, un film que j'aime beaucoup. Sinon, c'est très marrant. Un film que j'aime énormément. Je suis une légende. Avec Will Smith, vraiment que j'adore. Et ça fait écho. Donc, je peux pitcher très rapidement. Post-maladie, c'est un médecin qui reste sur l'île de Manhattan pour essayer de trouver un remède. Et il est tout seul avec son chien. Et la solitude étant en partie intégrante du triathlète, cela trouvera forcément des échos chez nos compères. Mais bien, tu t'es bien rattrapé. Voilà, c'est bon. On sent le créateur de contenu qui a l'habitude du direct. Tu s'en es bien sorti. Et la toute dernière question que je pose, c'est quel est le ou la prochaine invité que tu me recommandes d'aller interviewer, justement, peut-être pour lui poser des questions autour de l'Aerox. Ça peut être soit un... D'ailleurs, c'est pas obligé c'est pas forcément sur de l'Aerox, ça peut être sur du triathlon aussi. Je sais que tu as vu un Sam Ledlow que tu connais un peu. J'aimerais beaucoup le rencontrer. Il faut que je fasse un truc, mais une personne intéressante à aller rencontrer pour parler un peu perf, entraînement et tous ces sujets. Tu m'avais dit que Geoffrey, tu l'as déjà interviewé. Ouais. Ok, parce que évidemment, là, c'était la rencontre sur l'Aerox et c'est vraiment un type en or, donc j'aurais pu le mettre en avant. Si tu veux poursuivre sur les méthodes d'entraînement, on peut. Moi, je pense forcément à Sean Seal de la chaîne Upside Strength qui a lui beaucoup popularisé l'endurance fondamentale en CrossFit. Et comme le CrossFit ayant un lien étroit avec l'Aerox, ça pourrait être intéressant. Il suit même des compétiteurs Aerox, donc il pourrait avoir une autre vision de ce que j'ai dit. Parce que moi, arrivant dans l'Aerox avec ma méthode triathlon et lui ayant appliqué vivant le conditioning à partir dans le CrossFit, ça pourrait être un créateur de contenu que je pourrais te recommander. Ouais. Ben écoute, merci, c'est une très bonne recommandation. Et effectivement, Sean, j'ai beaucoup consommé ses contenus et c'est peut-être le bon moment, tu vois, pour effectivement faire quelque chose avec lui. J'ai bien fait de réfléchir un peu. Voilà. Et ben écoute, merci beaucoup Tristan. Je me suis régalé. C'était un super épisode. J'espère que c'était pas trop challengeant. J'étais bien réveillé, donc je pense pas avoir dit trop de bêtises. Ça va. Non, t'as été super bon. Je trouve c'était méga intéressant. Et puis moi qui avais un avis avec beaucoup d'athlètes Aerox depuis très longtemps, je trouvais que t'apportais beaucoup de fraîcheur et de la nouveauté. Enfin, t'as fait regarder le cube de l'autre côté. Je trouvais que c'était hyper intéressant. Je m'adresse à vous, aux auditeurs, aux auditrices. Si jamais vous avez aimé aussi, bien sûr, déjà, vous allez remercier Tristan, parce que c'est lui qui a fait tout le boulot. Donc, lui envoyer un petit message sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager ces épisodes en story, vous nous taguez Extraterrien, vous taguez Iron Human, ça nous fait hyper plaisir. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. Je vous vois aussi sur YouTube, notamment, parce qu'on est... vous êtes beaucoup, plus de 80% à 80% à regarder la chaîne et ne pas vous abonner, c'est pas bien. Et heureusement que Tristan est hyper sympa et qu'il vient sur la chaîne malgré nos perfs grandissantes. Mais voilà, on a besoin de vous, vos abonnements, c'est vraiment ce qui nous permet de faire grandir la chaîne, de la développer, de convaincre des partenaires, de convaincre des super invités. Voilà, fin de l'instant, promotion. Et on vous laisse. On vous retrouve à la semaine prochaine et encore merci Tristan. Merci à toi Bart. Ciao.